parle beaucoup des ordres de grandeur. Par exemple, très souvent, on va penser à éteindre la lumière. La lumière, c'est très bien d'éteindre la lumière. Si par exemple, ce midi, au lieu de manger un steak, vous avez mangé une salade, c'est comme si vous aviez évité de laisser une lumière allumée pendant 1 an et demi. Dans la construction, il y a maintenant des innovations qui arrivent et elles ont beaucoup de mal à émerger. Il y a 2 raisons. Le premier, c'est le coût et le deuxième, c'est la résistance culturelle. Ça empêche l'émergence de beaucoup d'innovations. Forcément, au départ, quelque chose qui n'est pas encore industrialisé, ça va être trop cher. Sans volonté politique, parce qu'il n'y a que la politique qui permet de compenser ça en faisant des aides spécifiques. Sans ça, c'est pareil, les innovations, elles vont pas arriver. Elles existent, elles peuvent se déployer, mais ça, c'est la grosse limite. Quand vous avez une banque, par exemple, qui est encore engagée dans les énergies fossiles et qui vous dit que, je sais pas, la carte de crédit, elle est plus en plastique, elle est je sais pas quoi, on se fout vraiment tellement de la gueule du monde que ça se voit. La politique nucléaire, c'est une politique qui doit être menée sur 30 ans. Si on l'arrête, puis qu'on la fait reprendre, puis qu'on la réarrête, c'est pas étonnant qu'après, on mette 25 ans à construire une centrale nucléaire de nouvelle génération. Donc, ça veut pas dire que nous, on doit renoncer à la démocratie, mais ça veut peut-être dire qu'il faut qu'on ait l'intelligence d'essayer de pas forcément rompre en permanence avec ce qui a été fait avant, parce qu'en fait, ça manque vraiment d'efficacité. On a 120 000 actionnaires. Ça veut dire que c'est un réseau qu'aucun autre fonds d'investissement ne peut avoir. Quand on est actionnaire, on peut aussi devenir évaluateur d'innovation, donc on peut regarder les innos qui arrivent, on fait une formation d'1 heure, donc voter en fait, pour les innos qui ont le plus gros impact selon nos critères. En fait, on s'est rendu compte que 50 personnes prises au hasard, mais formées à notre méthode, qui analysent une innovation, ça donne le même résultat que quand nous, on screen les innovations qui nous arrivent. Bonjour Mehdi, bienvenue. Bonjour. Tu vas bien? Ça va très bien, la forme. On est ravis de t'accueillir aujourd'hui dans nos 41 mètres carrés. On est ravis d'accueillir Team For the Planet. D'abord, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Présente-toi et dis-nous qui tu es. Je suis un des cofondateurs de Team For the Planet. Avant ça, j'ai été étudiant en droit, plus à subir qu'autre chose, mais en tout cas, voilà, je suis allé au bout. Après, j'ai monté une boîte de séjour pour enfants qui s'appelle Vitacolo, qui existe toujours, qui est un social business, qui utilise ses bénéfices pour financer le départ des gamins en situation de handicap en colo. Ensuite, une boîte de référencement naturel, un logiciel pour faire son référencement soi-même. Et donc après, Team For the Planet, parce que j'ai pris conscience du problème climatique et que ça m'a donné envie d'arrêter de faire tout ce que je faisais jusqu'ici pour vraiment essayer de faire le maximum dans le cadre de la lutte contre les gaz à effet de serre. Ok, c'est ça la mission? La mission, c'est tabasser les gaz à effet de serre. Elle est annoncée et après, il y a une méthode. On sait où on va, donc comment on fait pour changer, c'est ça? Nous, en tout cas, on propose une voie, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a aucune solution qui va régler le problème du changement climatique tout seul, voire même aucune qui va le régler tout court. Maintenant, on n'est que sur le fait d'arriver à limiter les effets. Mais en gros, il faut agir à son échelle individuelle. Il y a plein de choses à faire là-dessus. Et puis après, il faut agir collectivement parce qu'il y a des gaz à effet de serre qui sont émis de façon systémique par notre système économique. Et souvent, quand on est citoyen, on se dit qu'on ne peut rien faire sur ça, que c'est qu'un sujet de grandes banques, de grandes institutions. C'est pas vrai parce qu'il y a Team For the Planet. Bon, on va en parler parce que nous, on fait partie aussi de tout ça et c'est pour ça qu'on voulait t'interviewer aujourd'hui et partager ton expérience. Aujourd'hui, comment les auditeurs qui nous écoutent peuvent investir avec Team For the Planet? Est-ce que tu peux nous réexpliquer le concept? Avant de leur dire comment faire, parce que ça, à la limite, c'est le plus simple. On va sur le site, on souscrit, ça prend 1 minute. C'est plutôt pourquoi le faire. Et pourquoi le faire? C'est parce que, justement, une fois qu'on a agi à son échelle, et je le rappelle, les 3 choses principales qu'on peut faire, c'est devenir végétarien, prendre le vélo dans les transports et limiter la carbonation de son habitation, dans la mesure du possible. Okay. Une fois qu'on a fait ça, après, pour agir à plus grande échelle, il faut arriver à comprendre comment les gaz à effet de serre sont émis. Et je vais vous donner un exemple, parce que c'est beaucoup plus concret. On sait que les bateaux de la marine marchande, c'est 4% du CO2 mondial. Ces bateaux, ils consomment du carburant, c'est ça qui fait les émissions. Il y a une innovation qui existe depuis une dizaine d'années dans la tête de Yves Parlier, qui est un grand navigateur assez connu. Cette innovation consiste à faire des kites géants pilotés automatiquement qui vont tracter les bateaux de la marine marchande qui vont permettre de baisser la consommation. Ouais. Si on équipait les 100 000 bateaux de la marine marchande par ces kites, c'est quasiment 1% du CO2 mondial qu'on éradiquerait d'un coup, avec une innovation. Ces innovations, elles sont bloquées en général dans la tête de ces personnes, dans les laboratoires, parce qu'elles ne sont pas financées et parce que souvent, il manque des compétences entrepreneuriales. Nous, on va mettre l'argent là où le monde financier ne peut pas le mettre. Pourquoi? Parce qu'on a fait en sorte que l'argent qui est mis dans Team For the Planet soit sans rendement. C'est-à-dire que quand vous mettez 1 euro chez nous, vous aurez 1 euro plus tard, dans 10 ans, mais pas plus. Et qu'est-ce que ça change? Tout.
Parce que quand vous êtes missionné pour avoir un rendement, eh bien, quand vous avez des dossiers qui viennent, votre sujet, c'est quel est celui qui va avoir le moins de risques pour le meilleur rendement le plus rapidement possible. Nous, ces 3 critères-là, on s'en fiche. Ok. Nous, c'est quel est le niveau d'impact de cette boîte le jour où elle va exister et qu'elle aura conquis son marché. Il faudra qu'elle soit rentable. Mais quand elle sera rentable, à quel pourcent, on s'en fout. Et ça change tout parce qu'en fait, au lieu d'en faire un objectif, on en fait un moyen de la rentabilité. Et c'est ça qui nous permet d'aller investir là où personne d'autre ne va investir et là où il y a le plus gros impact potentiel. Alors, est-ce que tu veux dire que vous investissez que des entreprises qui ont des difficultés à lever des fonds, qui n'en ont pas du tout levé, ou vous venez en complément de levées de fonds qui peuvent être plus, on va dire, justement, comme tu dis, avec de la rémunération, du rendement ou de la remboursement de levée de dette? En fait, on investit tout seul au stade où la boîte, en général, la boîte, elle a jamais fait de chiffre d'affaires. Okay. Il y a un prototype potentiel, mais il faut trouver le premier client. C'est pas, en fait, pourquoi le monde financier a du mal à investir dans ces boîtes-là, c'est parce que le niveau d'impact qu'elles vont avoir, ils vont pas vraiment le regarder. Ils vont se dire c'est cool s'il y a de l'impact, mais il y a de l'impact dans plein de boîtes. Par contre, ils vont regarder quand ces boîtes-là vont être rentables. Est-ce que c'est rapide et est-ce que c'est très rentable et est-ce que l'équipe, on y croit. Souvent, l'équipe, on n'y croit pas, en fait, parce que c'est juste des chercheurs, des techniciens, mais ils ne savent pas comment on transforme une techno en produit. Nous, on va recomposer cette équipe. On va aller chercher des entrepreneurs à succès qui vont prendre des parts dans la boîte et qui vont faire une équipe pour faire en sorte que ce accélérateur et faire en produit. fait que le business model fonctionne pour l'entreprise. Exactement. Donc, en fait, déjà, l'équipe ne nous regarde même pas. C'est Ok. juste, Toi, c'est l'inverse de ce que la plupart des fonds vont faire. L'impact sur le changement climatique. La technique. Vos critères d'investissement, c'est l'idée, l'innovation, c'est l'innovation ouais, c'est ça. et le gain de CO2. C'est ça. Et nous, notre spécialité, c'est l'exécution. Et donc, dans 100% des cas jusqu'ici, après notre investissement et la mise en place du CEO, dans l'année, le premier client a été trouvé. Alors souvent, on parle de boîte industrielle. Un premier client, c'est des centaines de milliers de chiffres d'affaires. Et c'est très compliqué parce qu'un industriel, il n'a pas envie de s'emmerder avec des trucs qui ne marchent pas. Oui. Et donc, il c'est veut très faire difficile. confiance parfois à est-ce que vous m'avez apporté la preuve? Est-ce que ça marche? Exactement. Alors que toi, tu viens avec une idée innovante sur laquelle tu n'as pas forcément apporté la preuve que ça marche. Ça peut marcher. C'est ça. Mais il y a un gros coup d'accélérateur. Aussi parce que, voilà, on a 120 000 actionnaires. Ça veut dire que c'est un réseau qu'aucun autre fonds d'investissement ne peut avoir. Bien sûr. Quand on a besoin de débloquer un problème parce qu'on cherche le premier client et donc on veut absolument parler au CEO de telle entreprise, ou un problème politique, on a besoin de rencontrer le ministre qui s'occupe de telle chose, En fait, c'est on y arrive toujours. Il y a 4 personnes qui nous séparent de Bill Gates ou de Exactement. Barack Obama, je crois. C'est ça l'idée? Nous, en France, on est à 2 à chaque fois. Il suffit de trouver le bon actionnaire qui connaît la bonne personne et souvent, la bonne personne est déjà actionnaire. Génial. Donc ça, c'est pourquoi je peux devenir actionnaire de Team for the Planet, donc des particuliers qui vont s'engager. Est-ce que les entreprises peuvent aussi s'engager aux côtés de Team for the Planet? Oui, alors c'est ça qui est marrant, c'est vraiment tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que là, vraiment, on a toutes les formes juridiques qui sont représentées dans nos actionnaires. Ça va effectivement de le particulier jusqu'à la grande entreprise, en passant par tout type de PME, des associations, des collectivités territoriales, l'État, la région Normandie et la collectivité municipale d'Auxerre. Donc vraiment. Tu savais que j'étais normand ou tu as fait exprès? Ah non, je me suis renseigné avant. Bon, ok. Donc comme quoi les Normands ont un vrai souci de leur impact écologique. Donc nous, chez Maslow, on vend de l'immobilier. Donc ça, c'est en termes de consommation de carbone, c'est du bâtiment. Ça représente une quote-part importante des émissions de gaz à effet de serre. Toi, c'est quoi ton avis aujourd'hui sur le logement, le bâtiment, la construction? Et est-ce que on peut changer les choses? Est-ce que vous avez déjà étudié ça? Bien sûr. Alors déjà, là, je vais parler plus pour le particulier. Qu'est-ce que je peux faire moi? Donc, je parle beaucoup des ordres de grandeur. Par exemple, très souvent, on va penser à éteindre la lumière. Bon, éteindre la lumière, c'est très bien d'éteindre la lumière. Mais ce qu'il faut savoir, l'éveil, c'est que si, par exemple, ce midi, au lieu de manger un steak, vous avez mangé une salade, c'est comme si vous aviez évité de laisser une lumière allumée pendant 1 an et demi. Donc, il faut vraiment avoir les ordres de grandeur. Dans un logement, il y a 2 trucs qu'il va falloir regarder, c'est le chauffage et la construction, on va dire. L'isolation. Voilà. Et donc, là-dessus, évidemment, déjà, la première chose, c'est que tout ce qu'on peut éviter de construire, c'est forcément du CO2 en moins. C'est-à-dire qu'en fait, rénover, ça reste ce qu'il y a de mieux par rapport déjà au fait de faire exister les bâtiments. Il y a énormément de bâtiments vides. Ça, c'est un problème aussi social, fiscal, juridique, on a le cliché, par exemple,
de l'immobilier de bureau, qui est aujourd'hui inoccupé et qui est difficile à transformer en logement, en tous les cas pour des raisons réglementaires, politiques. Vous avez toute la problématique du fait qu'il y a des logements vides, parce qu'il y a des résidences secondaires où on va une fois par an, mais en même temps, peut-être qu'elles sont dans des endroits où personne ne travaille. Donc c'est aussi une question de répartition des populations. Peut-être que le télétravail a su faire évoluer les choses. Il y a même à Paris des logements qui sont inoccupés. Donc ça, c'est le premier sujet. Tout ce qu'on peut éviter de construire, faut le faire. La deuxième chose, c'est qu'après, dans la construction, il y a maintenant des innovations qui arrivent. Et elles ont beaucoup de mal à émerger. Il y a deux raisons. Le premier, c'est le coût. Et le deuxième, c'est la résistance culturelle. Parce que c'est pas si simple quand vous avez des corps de métier qui, pendant des dizaines d'années, ont été habitués à faire d'une certaine façon. Vous avez beaucoup de responsabilités, que si vous faites un truc de travers, ça vous coûte de l'argent, ça vous coûte des problèmes et tout. Quand on sait bien faire un truc, on n'a pas envie de changer. Ça, c'est une résistance naturelle, mais c'est aussi un problème, du coup, parce que ça empêche l'émergence de beaucoup d'innovations. La deuxième chose, c'est le coût. Forcément, au départ, quelque chose qui n'est pas encore industrialisé, ça va être trop cher. Et donc là, sans volonté politique, parce qu'il n'y a que la politique qui permet de compenser ça en faisant des aides spécifiques qui permettent de mettre à égalité, il n'y a que ça qui peut fonctionner. Sans ça, c'est pareil, les innovations, elles ne vont pas arriver. Elles existent, elles peuvent se déployer, mais ça, c'est la grosse limite. Est-ce que tu penses, quand tu parles de rénovation des bâtiments, de construction de logements, est-ce que des solutions qui n'ont rien à voir avec les matériaux, mais c'est des questions de novices, mais par exemple la construction hors site, le fait de construire hors site pour aller plus rapidement, peut-être mieux maîtriser ses approvisionnements, le fait de construire au bon endroit, ce sont déjà des premiers pas et des premières solutions qui peuvent être envisagées, ou ça ne sert à rien? Je ne connais pas forcément le bilan carbone de la construction hors site par rapport à sur site. Mais il y a plein de techniques, parce que c'est vrai qu'il y a les maisons un peu en kit, il y a les imprimantes 3D, il y a aussi maintenant des systèmes d'enchevêtrement, etc. Donc il y a vraiment plein de techniques. Et les Lego, quoi. Les Lego. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est où sont les principaux problèmes de bilan carbone. Alors en général, c'est le ciment lui-même. Pourquoi? Parce qu'en général, tout ce qui nécessite une combustion, de la chaleur très forte, c'est souvent là que vous allez avoir beaucoup d'énergie. Donc tout ce qui permet de baisser ça fonctionne très bien. Donc les alternatives au ciment, le ciment bas carbone, tout ça, c'est des solutions qui sont encore, qui sont connues en fait maintenant, et il faut arriver à les mettre en œuvre avec ces problèmes de coût dont j'ai parlé et de résistance. Premier poste de dépense et première source de consommation énergétique, c'est le mode de chauffage aujourd'hui. C'est quoi le meilleur mode de chauffage aujourd'hui pour être acteur de la baisse de ma consommation d'énergie aujourd'hui dans ma résidence principale et peut-être dans mes investissements? Moi, je suis pas dogmatique, parce que, par exemple, vous avez des gens qui vont vous dire la première chose, c'est de bien isoler. Et donc, dans tous les cas, il faut une rénovation pour améliorer l'isolement. Pour éviter les bons thermiques. C'est vrai, je pense, dans la grande majorité des cas, mais c'est pas toujours vrai. Parce que si vous avez un très vieux bâtiment, dont la rénovation, en plus, si c'est, imaginons un truc haussmannien, etc., vous allez avoir des complications liées à l'esthétique, voilà. En fait, des fois, ça va être plus intéressant de se dire, je laisse tomber la question de la rénovation, parce que juste d'un point de vue coût, ça n'aura pas lieu. C'est trop important. Et de trouver des solutions malignes. Vous avez par exemple une solution qui s'appelle Axanta, qui est très intéressante, parce que sur les très très gros bâtiments, ils vont faire une combinaison entre un forage pour avoir de la géothermie, plus des panneaux solaires, et tout un système d'intelligence artificielle qui va faire qu'un bâtiment va finalement consommer très très peu, et surtout très décarboné, sans avoir besoin d'être entièrement revu pour de l'isolation. Donc voilà, moi je suis pas dogmatique. Évidemment, de base, on se dit si c'est mieux isolé et qu'il n'y a pas besoin de chauffer ou très peu, c'est mieux, mais c'est pas toujours vrai. Il faut tenir compte de la situation aussi économique. Après, vous avez aussi maintenant des progrès qui se font, et là, pour le coup, Team for the Planet est pas mal sur le coup. Bien sûr, la pompe à chaleur, c'est ce qu'il y a de plus pertinent. Parce que ça, c'est ce que moi je pense, sans être un expert, en disant, en fait, j'aspire déjà des calories et j'ai à augmenter la performance de ces calories. C'est pas je crée des calories, quoi. Exactement. Alors, déjà, de base, il faut éviter tout ce qui n'est pas électrique. C'est-à-dire que le chauffage au gaz, le chauffage au fioul, c'est un bilan carbone qui est à des années-lumière de la pompe à chaleur. À une époque, le législateur avait interdit les chaudières au gaz. Finalement, ils sont revenus un peu en arrière. Parce qu'il n'y avait pas de solution. Donc c'est pour ça qu'on a investi dans une innovation qui s'appelle Archeon Énergie, et qui permet sur les logements collectifs d'aller trouver une alternative à la chaudière gaz. Donc comment ça marche? Vous allez mettre des pompes à chaleur, mais
le problème de la pompe à chaleur, c'est qu'elle ne va pas fonctionner par tous les temps. Lorsqu'il fait trop froid, elle ne va plus fonctionner. Et puis, elle a quand même une consommation énergétique. Elle consomme l'électricité, ouais. Et donc là, Archeon va venir résoudre ces deux problèmes-là grâce à un stockage intermédiaire thermique, stockage souple de chaleur. Un peu comme un ballon d'eau chaude, un peu comme par ça, exemple. un peu comme ça dans l'idée. Okay. Et l'idée, c'est qu'en fait, on va acheter l'électricité au moment où elle est le moins chère, on va la stocker sous forme de chaleur et on va la distribuer au moment où il y en a besoin, notamment à un moment où la pompe à chaleur va plus être en mesure de fonctionner parce qu'il fait trop froid ou parce que l'électricité est trop élevée. Mais tu stockes où? Parce que finalement, ma chaufferie au fioul, j'avais ma cuve de fioul, ma chaudière au gaz, qu'elle soit collective ou individuelle, je suis branché sur un tuyau. Ma pompe à chaleur, il faut déjà que j'installe ça sur ma copro. Alors quand il y a un toit plat, c'est plus facile. Quand c'est en façade, c'est plus difficile. Là, si je dois stocker de l'énergie, je le stocke comment et où sur une copro? C'est assez au cœur effectivement de l'innovation, c'est que c'est un stockage qui est souple. Et donc c'est beaucoup plus facile en fait à placer en termes de localisation. Il n'y a pas besoin de trop de place, parce que c'est vrai que ça c'est la grosse problématique, c'est où mettre. Alors ça ne marchera pas dans tous les bâtiments, mais dans 80% des cas, on va trouver la place de pouvoir mettre ce stockage intermédiaire et de pouvoir l'installer assez facilement. Et surtout c'est tellement fiable qu'on va pouvoir vendre le coût de l'électricité plutôt que le coût de la machine. En fait, on va tout simplement garantir un prix d'achat d'électricité parce que, justement, vu qu'on est capable d'acheter l'électricité au moment où on veut, on sait qu'on est capable d'avoir des prix que personne d'autre ne peut avoir. Ok, ton coût d'achat de ton kilowatt, il est forcément sur l'heure creuse. En fait, là où il est le moins cher, ce qui permet de diminuer le coût. C'est ça. Et à grande échelle, il est négocié de façon centralisée et collective. Okay. Donc ça c'est des solutions malines qui permettent de faire en sorte qu'un truc qui techniquement n'était pas possible et économiquement n'était pas viable, le devienne. Donc qui est l'interlocuteur là? C'est-à-dire que j'ai une solution innovante qui permet de changer en fait le bilan carbone de ma copropriété, d'assurer un coût énergétique, moi je pense aux copropriétaires, à ceux qui habitent, qui est forcément plus faible. Comment on fait pour que ça fasse des petits et qu'on passe d'une copro à 10 copros à 100 copros? Comment vous la première chose, c'est qu'il faut avoir un prix qui fait qu'on est équivalent ou moins cher au gaz. Si vous allez voir quelqu'un et vous lui dites « je suis pareil que la solution polluante, même prix », mais je suis sympa. Il va vous prendre, même si vous n'êtes pas sympa. Okay. C'est mieux d'être sympa. Ouais. Si vous venez en disant « je suis plus cher, mais je pollue moins », là, déjà, vous allez perdre beaucoup de parts de marché. Okay. Donc, il faut trouver un moyen d'être rentable économiquement. Donc, ça, c'est la première chose. Et après, bah oui, nous, en fait, forcément, avec 120 000 actionnaires, on a accès à énormément de copropriétés et puis les gens, ils ont envie d'aider, ils ont envie d'aller au bout de leur engagement et donc oui, ça va aider énormément à la commercialisation. Aujourd'hui, on va dire que l'État encourage les copropriétés à déjà faire un audit énergétique du logement. Les gens le savent finalement assez peu, parce qu'on voit que dans les assemblées de copropriétés, aujourd'hui, un audit énergétique ou un bilan énergétique de la copro, ça coûte de l'argent, ce qui est normal, mais c'est très très subventionné aujourd'hui. Peut-être que ça le sera moins demain si j'ai 5000 copropriétés à Lyon qui font cette demande cette année et que j'en ai 50 000 dans 5 ans, il n'y aura peut-être pas autant d'argent pour pouvoir le faire. Donc c'est plutôt le bon moment de déjà faire le diagnostic parce que les gens le comprennent plus facilement. C'est le bon moment. Puis là, on touche du doigt une des limites des politiques publiques dans les pays démocratiques. C'est que nous, tous les 5 ans potentiellement, et encore 5 ans, alors on voit que ça peut être moins. On peut potentiellement changer. Et c'est pour ça que là, par exemple, la politique nucléaire, c'est une politique qui doit être menée sur 30 ans. Si on l'arrête, puis qu'on la fait reprendre, puis qu'on la réarrête, c'est pas étonnant qu'après, on mette 25 ans à construire une centrale nucléaire de nouvelle génération. Alors que dans des pays comme la Chine, où là, pour le coup, les dirigeants sont là sur le très long terme, eux, ils arrivent à faire des politiques. Voilà. Donc ça ne veut pas dire que nous, on doit renoncer à la démocratie, mais ça veut peut-être dire qu'il faut qu'on ait l'intelligence d'essayer de ne pas forcément rompre en permanence avec ce qui a été fait avant, parce qu'en fait, ça manque vraiment d'efficacité. Et c'est le cas pour ces aides fiscales aussi. Il y a des choses excellentes qui avaient été lancées avec le plan vélo, et effectivement, avec ces aides à la rénovation, si dans 3 mois ou dans 3 ans, elles sont supprimées, ça va couper complètement l'élan. Il y a le temps que les gens s'y mettent, parce qu'en fait, c'est tout un marché. Donc, ça veut dire que c'est des PME qui doivent recruter, qui doivent se spécialiser. Si tous les 3 ans, elles savent que potentiellement, elles vont se faire péter les jambes, en fait, ça ne peut pas fonctionner, quoi. Est-ce que tu penses qu'on est obligé de passer par le réglementaire et la réglementation pour obliger le marché à se réguler? Je prends un exemple dans notre univers, on a la RE 2020, la réglementation énergétique 2020, qui fait que le logement va forcément être traversant pour apporter
plus, pas seulement de lumière, mais de performance énergétique par la lumière naturelle, le soleil, etc. Alors qu'avant, je pouvais faire autrement. Le système de chauffage qui doit être l'isolation, la qualité de construction. Est-ce que tu penses que on ne peut passer que par la réglementation pour changer les choses? On est dans un système économique qui est basé sur la liberté individuelle. Donc ça veut dire que chacun fait ce qu'il veut. La limite qu'on est en train de constater depuis 30 ans, c'est que ça amène à un désastre écologique qui est maintenant irréversible. Il faut en être conscient. Oui, on peut freiner. C'est juste que maintenant on peut le freiner. Et pourquoi ? Parce que il y a des choses qui ne peuvent être faites que par la concertation. Donc je ne vois pas de solution autre que d'utiliser la régulation. Déjà parce que ça permet aux innovations d'émerger, c'est ce que je disais tout à l'heure. Faites une régulation, vous interdisez les gaz HFC par exemple. Vous parlez des pompes à chaleur. Toutes les pompes à chaleur, elles émettent des gaz HFC par des fuites. Et ces gaz, c'est 4% du CO2 mondial. Si donc, on les interdit... Pompe à chaleur, alors c'est une solution Oui, mais ça reste beaucoup mieux que le gaz. Mais malgré tout, il n'y a aucune solution qui est parfaite. La pompe à chaleur, pour l'instant, les pompes à chaleur, elles émettent des gaz réfrigérants. Les gaz réfrigérants qu'elles utilisaient il y a 20 ans, ils étaient bien pires que ceux d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une régulation qui est passée, qui a dit maintenant on les interdit. Nous, maintenant, on a une solution pour faire de l'eau à la place des gaz réfrigérants. Ça s'appelle Leviathan Dynamics. Il y a une pompe à chaleur qui va sortir, c'est de l'eau. Donc là, c'est terminé, les gaz réfrigérants, il n'y en a plus. Ça existe. Ça existe. Ça existe dans notre laboratoire. C'est pas encore disponible en marché, mais ça existe au labo. Si on fait une incitation fiscale qui permet de dire quand ça fonctionne avec de l'eau plutôt qu'avec des gaz HFC, il y a 20% de prise en charge, le temps que ça devienne une industrielle, puis que tout le monde fasse la même chose, parce que nous, en plus, on ouvre notre brevet, donc tout le monde peut y aller. Open source. Forcément, on va gagner 15 ans, en fait, en faisant ça. Parce que de toute façon, il faudra bien qu'on y arrive, parce que quand on voit la taille des typhons qu'on est en train de se prendre, ça va devoir avoir lieu. Donc ça ne sert à rien d'attendre trop longtemps, parce qu'en fait, quand on met une régulation, évidemment, vous allez avoir des gens qui vont râler, parce que ceux qui produisent les produits qui sont interdits ne sont pas contents. C'est normal. Et en général, ils sont beaucoup plus puissants que les tout petits qui sont dans les labos, qui, eux, ont la suite. Ils sont déjà rentables, ils ont de l'argent, ils sont les accompagnés. Donc ceux qu'on entend gueuler, c'est ceux qui ne sont pas contents, parce qu'ils vont perdre des marchés, mais ceux qui, derrière, vont créer les emplois de demain, on ne les entend jamais, parce qu'eux, ils sont dans leur labo, ils n'y comprennent rien, ils n'ont pas le réseau et tout ça. Donc c'est pour ça que nous aussi, on porte ça. On est auditionné régulièrement par le Sénat, on va à l'Élysée, on essaie de faire en sorte que la voix de ceux qui représentent l'avenir soit entendue aussi. Ok. Est-ce que il y a de plus en plus d'acteurs dans l'univers du bâtiment et du logement qui prennent conscience de l'impact du carbone et qui s'investissent de plus en plus? Est-ce que c'est du greenwashing ou est-ce que on y va franchement? Est-ce que les promoteurs, est-ce que les gens qui s'occupent de la rénovation, est-ce que la prise de conscience est là? On a commencé à passer aux actes, on a industrialisé les actes. Est-ce que vous sentez qu'on est vraiment parti? Je pense qu'on n'est pas vraiment parti. Je pense qu'en fait, les personnes morales sont très différentes des personnes physiques. Et vous pouvez avoir des gens qui en tant qu'individus, sont très convaincus qu'il faut changer les choses, mais qui, quand ils agissent dans le cas d'une personne morale, ne le font pas. Et donc, c'est ça qui est la grosse limite. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on essaye de cibler au maximum les trucs les plus évidents. Quand vous avez une banque, par exemple, qui est encore engagée dans les énergies fossiles et qui vous dit qu'elle a fait un truc parce que, je sais pas, la carte de crédit, elle est plus en plastique, elle est je sais pas quoi. Là, là on se fout vraiment tellement de la gueule du monde que ça se voit. Mais après, non, il n'y a pas... En fait, pour qu'il y ait une transformation plus radicale, il faudrait que les entreprises soient prêtes à se mettre en danger, volontairement. Et c'est ça qui est compliqué, en fait. Donc, forcément, il faut plus que... En danger sur leur business model ou en danger sur le temps? Est-ce que, en tant que chef d'entreprise, tu te dis je veux y aller parce que je pense que c'est le sens de l'histoire? Nous, je veux dire, quand tu construis des logements pour les 50 prochaines années. Donc, tu as un impact sur les 50 prochaines années. Tu peux parler d'aménagement du territoire ou de toit sur ta tête. Donc, tu as un impact certain sur les 50 prochaines années. Quelque chose qui sort de terre ou quelque chose qui nous rénove, c'est sur les 50 prochaines années. Donc tu peux avoir une vision de se dire comment je vois l'avenir, l'usage de mon logement, réversible d'ailleurs ou pas, parce que on parlait d'immobilier de bureaux vides tout à l'heure. Il y a des milliers de bureaux vides qu'on n'arrive pas à transformer en logement parce qu'ils ont été mal conçus ou que c'est très compliqué ou très cher, tu as raison aussi, sur le fait que ça puisse ne pas être comme ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce virage à prendre,
il fait que la peur, c'est le retour sur investissement? C'est ça que tu dis sur la personne morale? En fait, il y a des entreprises qui devraient disparaître parce qu'elles ont une activité qui, de toute façon, ne peut pas être compatible avec le sujet environnemental. Il y en a d'autres qui doivent se transformer et cette transformation va les amener à décroître. Et il y en a d'autres qui, au contraire, ont une activité qui est vertueuse et qui peuvent potentiellement croître, exploser, etc. Et donc forcément, dans le cas des deux premiers, c'est des choix. C'est-à-dire que, par exemple, si je me rends compte que tel terrain qui est à la vente, là je prends votre exemple à vous, mais j'ai des clients qui veulent construire dessus, je peux avoir deux niveaux de réflexion. Je peux me dire, en fait, leur projet, ils n'ont pas le budget pour faire un truc qui ne va pas être dégueulasse, donc j'y vais pas. Mais un concurrent va le faire, c'est sûr, il y aura toujours un concurrent qui le fera. Ouais. Voire même, ce terrain, en fait, il ne faudrait pas construire quelque chose dessus. Ça doit rester de la biodiversité, il faut arrêter d'étendre les zones, parce qu'en fait, c'est une course sans fin. Et donc, non, je ne vais pas construire du tout à cet endroit-là. Mais je vais perdre des parts de marché. Et moi, j'ai des salariés, il faut bien que je les paye. Donc, qu'est-ce que je fais? Je licencie du monde. C'est ça qui est très compliqué. Après, il y a des choses sur lesquelles, tu parlais tout à l'heure d'aménagement du territoire. Aujourd'hui, tu as des flux migratoires de population qui font que tu as des bassins d'emploi qui grossissent, sur lesquels il faut loger les gens. Donc, tu as à la fois l'extension de la ville, on voit première couronne, deuxième couronne, troisième couronne, la difficulté à densifier parfois les villes. Aujourd'hui, tu déposes un permis de construire pour 4 étages, la mairie te dit OK, mais 3 étages. Et ça, c'est. Oui, bien sûr, parce que c'est multifactoriel. S'il n'y avait qu'un seul responsable, ce serait facile. Mais en fait, on a tous une part de la responsabilité. Et oui, des fois, c'est les politiques publiques qui ne sont pas bonnes. Des fois, c'est les promoteurs qui vont être trop rapaces. Des fois, c'est les actionnaires qui vont demander trop de rendement. Enfin, tout est imbriqué. En fait, c'est ça qui est très, très difficile dans cette crise et qui fait qu'elle est compliquée à régler. Si tu voulais être très concret, comment les auditeurs de ce podcast peuvent s'impliquer avec Team for the Planet et quelles initiatives aujourd'hui vous avez sur le feu dans notre univers ou pas forcément Alors s'impliquer, on peut devenir actionnaire, donc ça c'est très simple, c'est à partir de 1 €, c'est 1 € l'action. Sur le site internet, ça se fait en 2 minutes. Okay. Après, quand on est actionnaire, on peut aussi devenir évaluateur d'innovation, donc on peut regarder les innos qui arrivent, on fait une formation d'1 heure, et donc là on va pouvoir, sur notre plateforme, sélectionner, donc voter en fait, pour les innos qui ont le plus gros impact selon nos critères. Donc, ce n'est pas une analyse technique, le but, ce n'est pas de dire est-ce que ça marche. Nos critères ou notre expertise, non, nos critères. C'est un mélange des deux, mais c'est plus des partis pris. En fait, nous, notre parti pris, c'est les émissions de CO2. Donc, c'est à quel point ça va réduire les émissions de CO2. En fait, on s'est rendu compte que 50 personnes prises au hasard, mais formées à notre méthode, qui analysent une innovation, ça donne le même résultat que quand nous, on screen les innovations qui nous arrivent. Il y en a 1500 qui ont été évaluées. Il y a 16 000 évaluations qui ont été faites. Par 6 000 personnes qui ont été labellisées pour faire ça. C'est pas la peine de faire un comité chez Team for the Planet. Tu fais appel à la communauté, tu as le même résultat, quoi. Alors, la communauté, elle fait la présélection. Après, il faut quand même un comité scientifique qui va vérifier que ça marche. Okay. Parce qu'on a quand même certains innos qui sont arrivés jusque-là et qui n'ont pas passé l'examen technique. Parce que, en fait, ça ne marchait pas d'un point de vue thermodynamique ou voilà. Donc là, on a tous les experts du CNRS qui sont mobilisables et qu'on mobilise, du coup, pour faire la pré-étude et notre comité scientifique qui va valider techniquement que ça fonctionne. Et après, on investit. Ok, très bien. Comment tu vois, toi, je te donne les clés. On dit que le logement, la construction, la rénovation de logement, c'est 1 ou 2 générations. Donc, on se dit tous les deux qu'on veut changer le monde et qu'on a une génération pour changer le bâtiment ou l'immobilier. On fait quoi? On a une génération. C'est-à-dire qu'on prend la responsabilité politique une sorte de se dire que dans 25 ans, dans une génération, on a réussi à changer ce monde, qui est celui du bâtiment ou du logement. On fait quoi? Alors, tu as 3 dimensions à chaque fois. Tu as la dimension purement marché, en disant voilà, il faut que les prix des trucs les plus vertueux s'alignent sur les trucs qui sont dégueulasses pour que les trucs dégueulasses disparaissent. Il faut que ce soit une concurrence saine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prime au logement ou bâtiment détérioré ou énergivore.
La prime, elle est plutôt... C'est plus sur les techniques, là. Je parle des techniques. On parlait tout à l'heure du chauffage. Les techniques de chauffage décarboné, il faut qu'elles aient un avantage financier sur les techniques carbonées. Comme ça, il n'y a pas besoin de s'occuper du truc. Naturellement, les renouvellements de gaz... L'arbitrage ne se fait pas sur le prix. Voilà, exactement, ça se fera tout seul. Donc ça, c'est la première chose. Ça coûte de l'argent, mais on y gagne à la fin en santé publique, en typhon, etc. Donc, en sécurité sociale. En sécurité sociale, en tout ce qu'on veut. Donc c'est du temps long, mais ça marche. Le deuxième truc, c'est ce qui est le plus difficile, c'est la culture. Il faudrait qu'on essaye de trouver un moyen, et ça, la politique ne peut pas tout là-dessus, mais que les rêves des gens, et donc moi le premier, ne soient plus les rêves qui créent des désordres. Par exemple, si le comble du bonheur, c'est plus d'avoir un pavillon avec 1000 mètres carrés de terrain et puis 300 mètres carrés de construction, etc., que c'est plus d'aller faire ses vacances au Japon, etc., on peut gagner énormément. Mais c'est énorme, le gain qu'on peut avoir aussi sur les problèmes de biodiversité et de climat. Donc, tu as sujet culturel. Et puis après... Donc ça, sujet culturel, vision... peut-être aussi caricaturale, ça se joue peut-être à l'école, du coup. Ça se joue à l'école, ça se joue dans les films, ça se joue dans les discours politiques, tout ça. Ouais, c'est ça. Et puis après, la dernière chose, c'est la connaissance que les gens vont avoir des ordres de grandeur. Donc là, j'en parlais tout à l'heure avec la lumière. Non, on ne se rend pas compte. Ouais. En fait, ça, c'est un énorme blocage. On ne se rend absolument pas compte. Et puis, ça va avec un truc, c'est que la parole scientifique est décrédibilisée. Il y a 9% de platistes en France. Des gens qui pensent que la Terre est plate, qui sont totalement convaincus. 9%, c'est inimaginable qu'avec le système scolaire en place, on puisse arriver à un truc pareil. Donc, comment vous voulez ensuite que la lutte contre le changement climatique soit possible? Parce qu'en fait, c'est quand même assez compliqué à comprendre qu'il y a des gaz à effet de serre, que c'est ça qui retire la lumière, que la lumière, elle revient, que ça réchauffe, et que tout ça, c'est lié à l'activité humaine, qu'il y a différents types de gaz qui sont plus... Par exemple, le méthane, c'est 150 fois plus puissant que le CO2, mais on mesure tout en unités de CO2. Tout ça, c'est compliqué. Et après, du coup, ça se retrouve chez soi parce que on ne se rend pas compte qu'une chaudière gaz, ça émet beaucoup plus qu'une pompe à chaleur. On ne se rend pas compte que de devenir végétarien, ça a un gain pour la planète qui est absolument énorme. Je veux dire, si demain, on arrêtait totalement la viande sur la surface de la planète, le gain en termes de lutte contre le changement climatique serait, à mon avis, ce qui est le plus efficace contre toute autre mesure politique existante. En fait, il n'y a rien de plus puissant que ça, par exemple. Sur la biodiversité, sur énormément de choses, sur l'occupation des sols, mais c'est totalement inaudible aujourd'hui. Aujourd'hui, on doit déjà se battre pour dire qu'on ne va pas se faire tirer dessus quand on fait une promenade en vélo à la campagne, quoi. Donc c'est ça le problème culturel, en fait. Et c'est pareil pour les voitures. Quand on voit la difficulté que c'est de juste mettre des pistes cyclables, ça c'est Jean Clovici qui l'avait dit, mais il avait dit, en fait, plutôt que de mettre je ne sais pas combien de millions, de milliards plus exactement, dans les panneaux photovoltaïques, et moi je pense qu'il faut les mettre, des panneaux photovoltaïques, mais bon voilà, il faudrait mieux doubler, pour 40 milliards on peut doubler toutes les pistes, toutes les voies actuelles en France, on peut les doubler d'une piste cyclable. C'est sûr que ça c'est beaucoup plus efficace que les panneaux photovoltaïques, qui eux sont eux-mêmes très efficaces. Mais si on roulait tous en vélo, tous ceux qui peuvent le faire évidemment, ceux qui ne peuvent pas le faire, mais ceux qui sont en forme, enfin, je veux dire, le gain en santé publique, le gain pour la forme que les gens vont avoir. Les 30 minutes de sport par jour pour éviter de devenir c'est une évidence obèse. En fait quand on y pense, mais c'est culturellement encore très compliqué à faire comprendre. Tout le monde gueule parce qu'on ne peut pas rouler. Bah oui, on ne peut pas rouler en fait. Parce qu'il ne faut pas rouler. C'est un truc qui est compliqué encore à comprendre. Ok. Notre société, nous, elle s'appelle Maslow. Maslow.imo. Alors Maslow, c'est la pyramide des besoins que tu connais évidemment, se loger, se nourrir, etc. Puis après, dans l'investissement, on se dit, tu as ton épargne de précaution, s'il m'arrive quelque chose, j'ai ça pour... Et après, le fait que j'ai une épargne moyen terme, puis à un moment donné, j'investis. Et donc, c'est le troisième étage de la pyramide de Maslow. C'est quoi, toi, ta pyramide de Maslow, ça, le troisième étage? Dans quoi j'investis? Comment tu peux encourager les gens qui nous écoutent à investir dans la planète? Et alors
Investir dans la planète, c'est investir déjà dans soi-même. Hein. En fait, à partir du moment où on applique un peu tous les gestes, qu'il ne faut pas appeler petits gestes, parce que c'est des grands gestes. Déjà, je pense que le vocabulaire est très important. Voilà, c'est ça. Parce que pour certains, c'est un gros effort. Oui, mais en fait, c'est un effort déguisé. C'est-à-dire que le bénéfice qu'on y trouve est énorme. Parce que, en fait, une fois qu'on a renoncé à un certain nombre de rêves qui sont, finalement, quand on les a, on n'a pas l'impression d'avoir fait tant que ça. Ça libère énormément. C'est simple, hein, dire la surconsommation. Une fois qu'on arrête de surconsommer, on se rend compte que d'acheter des trucs, ça n'apporte aucune dose de bonheur supplémentaire. Et qu'en fait, un bien non acheté, c'est aussi du bonheur. On pourrait lister tous les trucs. Tiens, aujourd'hui, j'ai évité d'acheter tel truc. Il y a plein de choses qu'on peut faire. 30% de ce qu'on produit va à la poubelle. C'est la vraie réalité. Le fait de faire une liste de courses et de faire un drive fait que tu vas acheter moins de choses que si tu te rends dans le magasin et que tu vas avoir des achats compulsifs de choses qui sont... tu vas jamais dans un magasin avec une liste de courses sur laquelle tu ressors avec ta liste de courses. Quand tu fais un drive, tu as 9 trucs sur ta liste de courses, tu achètes les 9 trucs. C'est ça. Et puis, du coup, ça diminue ta consommation sans diminuer. En fait, ça diminue juste ton achat d'impulsion, mais ta consommation, c'est tes besoins. Donc, tu avais 9 trucs sur ta liste de courses, tu as acheté 9 Exactement. Trucs. Et du coup, quand on dépense moins, on a besoin de moins gagner d'argent. Quand on a besoin de moins gagner d'argent, on a plus de temps. Et le temps, c'est ce qui est le plus important, parce que le temps, ça sert à faire des échanges. Ça peut servir à faire des échanges de qualité avec les autres. Et en fait, la définition du bonheur, c'est la qualité des échanges qu'on a avec les proches, que ce soit les amis, la famille, les enfants. Machin. Donc en fait, acheter moins de trucs, c'est du bonheur. Parce que je gagne du temps que je peux utiliser comme ça. Alors évidemment, si je l'utilise pour geeker sur Netflix, c'est pas gagné que ça fonctionnera. Mais en tout cas, voilà, ça donne cette chance-là, quoi. Ok, super. Merci Mehdi. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Est-ce que tu as un message à faire passer à nos auditeurs? Non, mais j'ai bien aimé les sujets abordés sont fondamentaux. Et c'est pas dans tous les podcasts qu'on peut aborder ces sujets-là. Donc. En tout cas, nous, on est très conscients qu'on oriente nos investisseurs sur un actif dans lequel les gens vont se loger. Voilà. Et donc, le logement, c'est quelque chose d'important. Donc, comment on peut changer ça? Je ne suis pas sûr qu'on arrivera à le faire tout seul, mais personne n'arrivera à le faire tout seul. Non. Mais si on s'y met tous, peut-être que ça pourra changer un peu. Et aujourd'hui, on sait que les gens qui sont logés dans le logement qu'on a vendu à des investisseurs consomment moins d'énergie que les autres, sont contents d'habiter dans ces logements-là et ils trouvent leur compte au milieu de la cité au sens politique des choses. Merci Mehdi pour ta venue dans notre podcast 41 mètres carrés. À bientôt. Avec plaisir, à bientôt.